Les capitalistes tremblent de peur, mais dans les colonies, les gens se réjouissent. Ils savent maintenant qu'il est possible de se débarrasser des capitalistes. Leur désir de liberté entraîne d'innombrables révoltes. Janvier 1949, le peuple zoulou de l'Afrique du Sud se soulève. La police et l'armée sud-africaine écrasent la rébellion. À la fin des années 50, le peuple algérien se prépare à jeter dehors les colonialistes français. Ils ont besoin d'armes, alors ils se mettent à dévaliser les banques. Les jeunes hommes qui refusent de servir dans l'armée française s'enfuient dans le désert du Sahara. Un mouvement de libération, le FLN, est créé et la révolte commence en novembre 1954. Dans les montagnes du Kenya, un mouvement de libération se développe à partir du peuple Kikuyu. Avec des armes primitives, ils se battent pour reprendre leurs terres des mains des Anglais. La lutte semble s'étendre. Aucun impérialiste au monde ne peut arrêter la lutte des peuples pour leur libération. Il faut rompre avec cette Europe qui ne cesse de parler des droits de l'homme et qui en même temps ne cesse de tuer et d'opprimer les peuples partout où elle les rencontre, même dans leurs propres rues, partout sur la planète. Les capitalistes du monde entier se mettent à trembler. Sans colonies, ils ne pourront plus se procurer des matières premières, ni écouler le surplus de leur production. Leurs monopoles vont s'écrouler. Il faut faire quelque chose, et vite! Mais quoi? Les puissances coloniales européennes sont sorties affaiblies de la Deuxième Guerre mondiale. Pour le moment, ils ne peuvent plus se payer une guerre coloniale. Mais les capitalistes américains sont toujours riches et forts parce que leurs usines n'ont pas été bombardées et qu'ils ont fait beaucoup d'argent en vendant des armes pendant la guerre. Les Américains maintenant dominent tous les autres. Leur production a grimpé de 70%. Mais à eux seuls, ils ne peuvent s'occuper de toutes les rébellions qui se produisent un peu partout en même temps. Et ils ne veulent pas courir le risque d'une guerre où ils se trouveraient eux-mêmes confrontés aux armées soviétiques. Pour permettre à leurs énormes masses de capitaux de continuer d'augmenter et aussi pour empêcher des révolutions qui menaceraient leurs investissements, les Américains commencent à conseiller aux puissances coloniales d'accorder aux colonies leur indépendance, sur papier. De cette manière, les Américains eux-mêmes vont pouvoir faire plus de commerce avec les colonies, c'est-à-dire participer au pillage de leurs ressources. Les grandes puissances coloniales, l'Angleterre, la France, la Belgique, ne sont pas du tout contentes de laisser partir leurs colonies, mais elles n'ont pas le choix. Seul le Portugal refuse. La plupart des colonies obtiennent donc supposément leur indépendance, mais la vraie liberté est encore loin pour les nouveaux pays africains. La seule différence pour eux, c'est que leurs exploiteurs portent maintenant un nouveau masque. Les colonies continuent d'être enchaînées à un système économique mondial contrôlé par les capitalistes. Les impérialistes essaient de garder la situation paisible en achetant les bourgeoisies nationales avec un petit morceau du gâteau. Les impérialistes s'assurent que leurs nouveaux serviteurs seront liés à eux par tous les moyens. Leur niveau de vie ressemble à celui des Blancs et dépend directement de leur commerce avec les monopoles capitalistes. Par-dessus tout, les bourgeoisies indigènes apprennent à penser de la bonne manière. On les amène à croire que l'idéal pour leur pays, c'est de s'organiser en une société exactement pareille à celle des pays capitalistes et industriels de l'Occident, et que leur seule manière d'y réussir, c'est de collaborer avec les capitalistes. Voilà pourquoi tellement d'étudiants de ces pays opprimés sont envoyés en Europe et en Amérique pour y être éduqués à la manière occidentale. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter ce petit film. Le film tente de montrer d'une manière très objective pourquoi il y a des pays riches et des pays pauvres. La théorie du développement. Les pays pauvres de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique du Sud traînent loin derrière les pays riches et industrialisés de l'Europe et de l'Amérique du Nord. En d'autres mots, ils sont sous-développés. On pourrait voir tous les pays du monde comme sur une échelle. Sur les derniers barreaux en bas, on mettrait les pays sous-développés et tout en haut, ceux qui ont connu le développement industriel. Pour atteindre le même niveau que les pays occidentaux, les pays pauvres doivent gravir les mêmes échelons et suivre le même processus économique de développement que les pays développés.
absolument faux. L'Europe n'a jamais eu à démarrer dans des conditions semblables à celles que connaissent aujourd'hui les pays opprimés. Les nations occidentales n'ont jamais été colonisées. Les Européens n'ont jamais été forcés de se limiter à la fabrication de certains produits uniquement pour satisfaire à la demande étrangère. Leur économie n'a jamais été contrôlée par des compagnies étrangères. Ils n'ont jamais eu à entrer en compétition avec des pays industrialisés. Et ils n'ont pas été obligés de démarrer avec une dette énorme. Or donc, de quoi dépend le fait que les pays sous-développés se trouvent toujours tout en bas de l'échelle? La réponse est simple. Ils sont sous-développés parce qu'ils manquent de capital. Les pays riches, eux, disposent justement d'un surplus de capital et ils sentent qu'il est de leur devoir d'aider les pays pauvres en investissant dans leur économie. Ils peuvent aussi aider en commerçant avec les pays pauvres qui, de cette manière, peuvent acquérir leur propre capital. Bien sûr, les impérialistes ont plein de capital en surplus, la plus-value qu'ils ont volée aux travailleurs du monde entier. Mais aller jusqu'à dire que les pays opprimés sont pauvres parce qu'ils n'ont pas assez de capital, tu parles. Évidemment, ils n'ont pas de machines, d'usines, de ports, de routes, de bateaux, d'hôpitaux, d'écoles. Mais c'est tout simplement parce qu'ils ont été trop longtemps exploités et écrasés par les impérialistes. Plusieurs de ceux qu'on appelle les pays sous-développés sont assis sur quelques-unes des plus riches ressources naturelles du monde. Leur sol est plein de minéraux, de métaux, de pétrole, et la plupart d'entre eux disposent aussi des conditions les plus favorables à l'agriculture de toute la planète. Ce ne sont pas non plus les ressources humaines qui manquent, mais ces possibilités ne sont pas exploitées parce que la société de classe empêche le peuple d'organiser la production d'une manière rationnelle. Quelle est l'utilité d'un surplus économique si c'est pour aller dans les poches des privilégiés? Ou si les capitalistes étrangers les ramènent toujours chez eux comme profit? Ce n'est pas la quantité du capital qui compte, mais la manière dont on s'en sert. Les étudiants éduqués reviennent enseigner les idées qu'on leur a apprises en Occident. Retour en Afrique. D'ailleurs, il y a d'autres gens sur cet avion. Tu as du chocolat? Quoi? Tu as le chocolat. C'est formidable d'aller rendre visite à ton correspondant. Tu te rends compte que nous sommes en route vers le Ghana? Quoi? Tu entends? Quoi? Nous sommes en route vers le Ghana. Oui, quelle expérience. Un soleil magnifique et un peuple libre. Quoi? Un soleil magnifique et un peuple libre. Tu te rappelles de la description qu'il nous a donnée du jour de leur indépendance? J'ai la lettre ici. Ghana, 1957. Chers amis, nous venons juste d'obtenir notre indépendance. Toute la nation est en pleine célébration. Nous avons maintenant notre propre drapeau et notre propre hymne national. Et notre pays ne s'appelle plus la Côte d'Or. Maintenant, on le nomme Ghana. C'était son nom avant l'arrivée des Blancs. Mais dis-moi donc, il y a quelque chose qui ne va pas? Tu as l'air si triste. Je pensais que les gens au Ghana étaient heureux et sans souci. Les choses ont plutôt mal tourné. Dans mon village, nous gagnons notre vie en cultivant le cacao et en le vendant à une compagnie anglaise. Avant l'indépendance, nous étions forcés de vendre aux Anglais tout ce qu'ils voulaient bien acheter. Mais après, nous nous attendions à obtenir un meilleur prix de notre cacao. Nous ne pouvions presque plus vivre avec les salaires que nous gagnions. Notre gouvernement tenta de hausser ce que nous pouvions recevoir en retour. Et la compagnie nous a menacés de cesser d'acheter de nous. Alors nous n'avons pas le choix. Tout ce que nous produisons, il nous faut toujours le leur vendre à leur prix. Pendant toutes les années de la colonisation, les impérialistes se sont toujours arrangés pour que les colonies ne produisent qu'un seul ou très peu de produits. Les monopoles capitalistes se trouvaient alors à être les seuls à disposer de suffisamment de bateaux et de compagnies pour distribuer et vendre ces produits. Et c'est ainsi que ce sont les monopoles qui ont pu se mettre eux-mêmes à établir les prix et les chutes de prix. Les pays opprimés n'ont plus alors d'autres possibilités que d'exporter toujours plus pour gagner toujours la même chose. Mais vous ne pouviez pas vous mettre en grève comme nous le faisons chez nous? Nous avons fait la grève. Le peuple était en colère parce que rien n'avait changé. En 1961, quand les salaires sont tombés, nous avons déclenché une grève générale. Les cheminots, les débardeurs, les travailleurs dans les usines et les bureaux, les femmes au marché, tous et toutes, nous avons arrêté le travail. Le gouvernement a tout essayé pour nous ramener à l'ouvrage. Au bout de 3 semaines,
Il nous a fallu abandonner complètement épuisés. Plus d'argent, plus rien à manger. Les organisateurs de la grève furent jetés en prison par le gouvernement. Le président est venu à la radio et nous a expliqué que nous devions être patients, que le pays avait des difficultés, qu'à cause de ça, nous devions cesser d'être égoïstes et faire des sacrifices. Eh bien, c'est peut-être assez juste, non? Pour les gens du gouvernement, c'est bien facile de s'asseoir dans leurs belles maisons climatisées et de se promener dans leurs autos de luxe. Ils n'ont même pas la moindre idée de la manière dont nous vivons. Ils ont été dans les écoles et les universités d'Angleterre, ils sont plus anglais qu'africains. Vous êtes un peu négatif, non? D'obtenir votre indépendance, ça a dû signifier quelque chose pour vous. Nous travaillons pour la même compagnie. Il n'y a rien de changé. Si ce n'est que maintenant, les compagnies sont installées ici. En 1966, ils ont dit à la radio que nous avions désormais un nouveau gouvernement, que l'ancien avait été renversé, que l'armée avait pris le pouvoir, que dorénavant toute injustice allait cesser. Ça avait l'air bien beau, mais ça n'a pas changé du tout, c'est toujours pareil. C'est tout à l'envers. Ce n'est pas le bien-être du peuple qui dirige le gouvernement, mais le profit des compagnies étrangères. Et elles ont tout ce qu'elles veulent. Ce n'est pas correct. Nous sommes pauvres. La plupart d'entre nous ne savent ni lire ni écrire. Comment pouvons-nous changer quoi que ce soit? Vous avez reçu de l'aide de l'étranger? Ça doit bien aider un peu quand même. Ouais, c'est une bonne combine, ça. L'aide étrangère, c'est quelque chose comme les premiers soins pour un cancer. Ça ne sert à rien d'autre qu'à entretenir ici les affaires des pays industrialisés. Aux pays opprimés, il faut bien quelque chose pour payer les prix élevés des produits de l'Occident. Les nations impérialistes offrent aux nations une aide que les monopoles impérialistes reprennent sous forme de profit. L'aide étrangère n'est rien d'autre qu'une aide au monde des grandes affaires des pays impérialistes. Une aide que les travailleurs de tous ces pays-là doivent payer avec leurs taxes. Pour maintenir leur pouvoir, les anciennes puissances coloniales européennes se sont maintenant regroupées en ce qu'ils appellent le marché commun. C'est la plus importante association d'États capitalistes de l'histoire. Les pays impérialistes ne fournissent d'aide que s'ils peuvent décider à quoi cette aide servira. Une grande partie de cette aide sert donc à construire pour les pays opprimés une infrastructure. En d'autres mots, les routes, les chemins de fer, les barrages, les installations énergétiques et les ports. Mais le but de toutes ces constructions n'est pas de rendre la vie plus facile pour les gens ou de rendre plus simples les contacts entre les différentes parties du pays. Oh non! C'est rien que pour qu'ils aient moins de problèmes à ramener chez eux les matières premières et les ressources naturelles qu'ils enlèvent aux pays opprimés. Ainsi, les matières premières sont transportées des mines et des plantations jusqu'aux usines des impérialistes. Là, ces nouvelles matières premières sont transformées en machines et produits industriels qui seront ensuite revendus à gros prix, entre autres, aux pays opprimés. Mais les prix montent toujours, et pour les payer, les pays opprimés sont obligés d'emprunter l'argent des impérialistes. Mais les remboursements et les intérêts de ces emprunts sont si élevés que les pays pauvres n'ont presque plus rien pour construire leur propre industrie. Au niveau de l'agriculture, les exploiteurs n'investissent que dans les biens directement exportables, le thé, le café, le sucre, le caoutchouc et les arachides. Parce que ce n'est qu'avec ces produits-là qu'on fait de l'argent. Voilà où sont les bénéfices. La plupart des pays opprimés ne produisent même plus ce qu'il leur faudrait pour se nourrir. Plutôt que de coopérer entre eux, ils n'ont pas le choix. Ils doivent se concurrencer pour que ce soit leurs produits à eux qui soient vendus plutôt que ceux des autres. Et quand ils vendent, il faut que ce soit aux pays industrialisés qui, eux, sont contrôlés par une invention appelée la firme multinationale. C'est une compagnie gigantesque qui a de l'argent dans plusieurs pays différents. Chacune possède son quartier général dans un seul pays capitaliste, mais elle contrôle plusieurs petites compagnies aux quatre coins du monde. C'est un monopole géant qui fixe les prix des matières premières et des produits finis, et qui est ainsi en mesure de faire toujours plus de profit. Les peuples ne seront jamais libres tant que les capitalistes continueront de les exploiter. J'aimerais bien voir... Oh Gott, sing mal Sievert Edison, Imperialist.